Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce webinaire je vais vous parler d'impact mapping. C'est un outil agile et on va voir ce que c'est plus précisément. Donc l'impact mapping ou carte d'impact, c'est un outil de planning stratégique. Il permet de cartographier le parcours vers un objectif. Alors ça peut être un objectif business ou personnel, bien sûr, on peut l'utiliser pour ce qu'on veut. C'est un outil très pratique. Et ça repose en gros l'impact mapping sur 4 questions essentielles, et pas plus, pas moins, et dans cet ordre. En premier, on va se poser la question du pourquoi, ensuite on va se poser la question de qui, ensuite le comment, et ensuite le quoi. La structure d'un impact mapping elle ressemble à ça. Donc le pourquoi, la première question qu'on se pose, c'est l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on se réunit aujourd'hui? Pour résoudre quel problème? Ou pour atteindre quel objectif? Ensuite, le deuxième niveau, c'est le qui. Ce sont les acteurs qui peuvent avoir un impact sur l'objectif. Donc on va les définir aussi. Ensuite, on va répondre au comment. Une fois qu'on a les acteurs, comment ces acteurs nous aident à atteindre l'objectif? Quel est leur impact exact? Et enfin, le quoi, le dernier niveau, ce sont les livrables. Quels livrables nous permettent d'atteindre l'objectif? Donc on va voir tout ça en détail dans la suite. Et je vais décomposer niveau par niveau. Un impact mapping, pourquoi faire? Alors, un impact mapping, c'est un excellent moyen d'obtenir déjà une compréhension partagée du périmètre. Alors, ce qu'on appelle le scope en anglais. C'est quoi? C'est tout ce qu'on a à faire, tout simplement. Et pourquoi une compréhension partagée? Parce que il fait intervenir ensemble les responsables business et les experts techniques. Et c'est très important d'avoir les deux dans la même pièce pour résoudre une problématique. Donc, je vous ai mis une petite photo des responsables business à gauche, qu'on reconnaît bien à sa cravate jaune et à ses bretelles, et les experts techniques à droite. Un impact mapping, pourquoi faire toujours? Eh bien aussi pour découvrir des quick wins. Donc les quick wins, c'est quoi? C'est des choses qu'on peut faire rapidement, qui apportent de la valeur de manière rapide, pour découvrir des alternatives plus économiques aux idées d'origine, pour découvrir des alternatives plus rapides à mettre en œuvre aussi. On essaie de livrer plus vite. C'est un outil qui est pratique pour définir la qualité, parce qu'il nous aide à garder le focus sur ce que l'on livre. Il nous aide également à prioriser et définir les activités liées à l'amélioration de la qualité. C'est un outil qui est pratique pour gérer la roadmap. Alors moi, personnellement, j'en fais pas de roadmap, mais la carte d'impact va communiquer des éléments très intéressants pour ça. Le périmètre, les objectifs et les priorités. Donc c'est un très bon complément, en réalité, d'une roadmap. Ensuite, un exemple. Alors, un premier exemple, alors vous focalisez pas dessus, on va revenir dessus étape par étape, morceau par morceau, mais c'est un exemple de, entre guillemets, d'impact map plus ou moins complète, puisque là vous avez les 4 niveaux qui y figurent, et on peut observer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'impact map, bonne partie des choses, puisque vous voyez qu'il y a des priorités avec des chiffres, et là l'exemple, il s'agit de générer 2000 ventes supplémentaires par jour, donc c'est un exemple business. Je vais prendre aussi un deuxième exemple que je vais décomposer morceau par morceau, qui est plutôt un objectif personnel, pour vous montrer qu'on peut le faire aussi avec du personnel. Par exemple, avoir un corps musclé avec moins de 15% de gras avant juin 2021. Donc, vu mon physique, ça, vous devez vous dire, c'est délirant, pourquoi il fait ça, mais on va le faire quand même. Alors, le pourquoi, on va étudier ça dans un premier temps, c'est l'objectif, notre objectif. Si je prends l'objectif business, générer 2000 ventes supplémentaires par jour, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce pourquoi? Donc c'est l'objectif à atteindre, c'est vraiment le sujet principal de la réunion. En général, c'est quand même un objectif business, malgré tout. C'est important pour prendre les bonnes décisions sur les budgets, sur le périmètre et les estimations dans le temps. Le pourquoi, il aide les équipes à mieux aligner leurs activités sur les objectifs et à élaborer des solutions plus adaptées. Aligner leurs activités sur les objectifs,
mieux aligner leurs activités. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand ils ont le visuel aussi sur les objectifs business, hein, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'aligner correctement, c'est-à-dire de produire exactement ce dont on a besoin pour réaliser l'objectif business et de ne pas se perdre dans des choses moins utiles. Toujours au sujet de l'objectif, il doit être, enfin idéalement, il devrait être SMART. Si je prends mon objectif, moi par exemple personnel, avoir un corps musclé avec moins de 15% de gras en juin 2021, vous pouvez voir que c'est assez précis. Donc SMART, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme qu'on retrouve assez couramment sur Internet. Toutes les définitions ne sont pas exactement identiques d'ailleurs, mais elles se rejoignent quand même globalement. En gros, il est spécifique, c'est le S, c'est-à-dire que l'objectif doit être suffisamment précis. Par exemple, avoir 1500 clients de plus d'ici 6 mois, eh bien, c'est beaucoup plus précis que juste noter que l'objectif c'est d'obtenir beaucoup plus de clients. Il doit être measurable en anglais. Donc, sur quels critères se base-t-on pour dire que l'objectif est atteint? Oui. C'est mesurable. Le nouveau nombre de clients dans le délai imparti, par exemple. Ça, c'est, il faut pouvoir mesurer quelque chose pour pouvoir dire si on a atteint l'objectif. Il doit être atteignable. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Alors ça dépend du contexte, hein, ça dépend du réel, de la situation actuelle, mais il faut pouvoir juger de est-ce que c'est faisable. On peut pas se mettre des trucs complètement délirants. Moi, par exemple, mon objectif personnel un petit peu fun là que j'ai mis, eh bien oui, on est à l'heure de ce webinaire, on est en 2020, début 2020, donc oui, juin 2021, ça paraît complètement plausible. Le R de Smart, c'est pour Relevant. Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Plus de revenus, plus de traction, par exemple. Si je prends mon objectif personnel de bodybuilding, de fitness, là, ben, ça aura certainement plus de valeur. Hein. Si on me poursuit sur les plages, si des femmes me poursuivent sur les plages, oui, c'est une valeur ajoutée. Si un jour je veux devenir bodybuilder professionnel, ben, il y aura de la valeur financière aussi ajoutée, hein, certainement. Bref. Et la dernière initiale de l'acronyme, le T, c'est timely. Donc là, ça veut dire qu'on doit avoir une timeline plus ou moins précise. Moi, j'ai mis début et fin, mais bon, si vous mettez déjà à la fin, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai mis juin 2021. Si je reviens brièvement sur l'objectif business qu'on voit à gauche là, leur objectif à eux n'est pas smart. Donc, vous trouverez pas mal d'exemples sur Internet qui ne sont pas smart, parce qu'il manque un timing, par exemple. C'est pas hyper précis, quoi. Alors, le quoi, comment versus le pourquoi, à quoi s'attendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'idée des méthodes basées sur un objectif, c'est de focaliser les projets sur les usages et les comportements plutôt que des fonctionnalités ou des tâches préétablies. Il y a une étude qui a été faite dans l'armée américaine avec des commandants et des leaders qui a démontré que c'était beaucoup plus intéressant, en fait, les résultats étaient beaucoup plus intéressants quand on répondait à pourquoi et à quoi s'attendre plutôt qu'à quoi et à comment. Les équipes, dans ces cas-là, en l'occurrence les squads militaires, étaient beaucoup plus adaptables, beaucoup plus flexibles. Par exemple, le quoi et le comment, je veux une newsletter et une section vente privée faite avec le framework XY. Bon, c'est bien, c'est précis, mais il vaut mieux mettre le pourquoi et à quoi s'attendre. Par exemple, je veux générer 2000 ventes en plus par jour, ça donne un objectif. Le deuxième niveau de l'impact mapping, c'est le qui. Donc, comme dans le jeu qui est, là, que je vous ai mis au-dessus, on va pas essayer de savoir si les gens ont un béret ou une barbe ou quoi, mais c'est important de savoir qui va participer à ça, quoi. Quels sont les acteurs qui vont avoir un impact sur l'objectif. Donc, si je prends mon objectif business, vous pouvez voir dans l'exemple qu'on a, une acheteuse économe, une fan de la marque, des publicitaires et des internes. Donc tout ça, c'est qui peut aider à atteindre l'objectif, qui peut aussi faire obstruction à l'objectif éventuellement, qui sont les utilisateurs ou consommateurs du produit, qui va être impacté par le produit ou l'objectif. Donc tout ça, ça permet de prioriser le travail. Quand vous avez tous les acteurs comme ça qui sont listés, vous pouvez satisfaire les acteurs les plus importants en premier.
Donc là, on retrouve la notion de vraiment de priorisation. On peut commencer à se dire, bah tiens, on travaillera plus sur cette branche-là parce que, par exemple, si je prends l'exemple de gauche, les publicitaires, c'est vraiment la chose la plus importante au jour d'aujourd'hui. Ensuite, soyez précis. Donc, si je prends, quand vous faites cette colonne du qui, il faut essayer d'être vraiment clair le plus possible. Donc, on va désigner des individus spécifiques, des personas utilisateurs, pour ceux qui connaissent ça. Une persona, c'est quelque chose de très précis. Des rôles ou des métiers, et ça peut être aussi des groupes ou des départements. Donc, si je prends mon exemple du sport, on va retrouver des acteurs qui peuvent avoir un impact sur l'objectif. Bah, pour atteindre mes objectifs d'avoir un corps de rêve, les acteurs, ça va être moi. Ça va être par exemple des chaînes fitness sur YouTube. Ça peut être un coach sportif. Ça peut être mes amis et ça peut être ma famille. Et de la même manière, je pourrais ensuite prioriser. Je pourrais par exemple dire que bah tiens, la priorité pour l'instant c'est le coach sportif. Ou alors si j'ai pas les moyens de me payer un coach sportif, ni le temps d'en consulter un, je peux me dire bah non, la priorité ce sera les chaînes fitness sur YouTube parce que on peut récupérer des informations rapidement et à peu de coûts. Voilà. Le comment, le troisième niveau de l'impact mapping. Comment ces acteurs nous aident-ils à atteindre l'objectif? Quel est leur impact? Alors les impacts, les questions qu'il faut se poser à ce niveau-là. Comment le comportement des acteurs du projet devrait-il changer? Parce que souvent vous avez déjà des choses qui sont en place, vous avez déjà des acteurs qui s'occupent de choses. Et quand vous faites votre impact mapping, c'est le moment de définir comment faire différemment, quoi. Comment est-ce qu'il nous aide à atteindre notre objectif et comment éventuellement est-ce qu'il nous freine vers le succès. Donc les réponses à ces questions permettent de gérer les priorités, d'identifier les risques, de lister les impacts qui vont dans la bonne direction. On considère donc aussi les impacts négatifs, puisque cette colonne du comment, c'est ça qu'on appelle les impacts dans la carte d'impact. Et ça permet aussi de se focaliser sur des activités liées au business. Pourquoi? Parce que à ce niveau de la carte, on évite de rentrer dans la technique et dans les fonctionnalités logicielles. On évite de s'y perdre. En général, on se perd dans ces choses-là et on perd de vue l'objectif principal. Identifier les risques, c'est pareil. Si je reviens sur le deuxième point, le fait d'avoir tout sous les yeux, hein, c'est toujours l'avantage d'avoir une carte, d'avoir un outil qui est visuel. C'est ça qui permet d'identifier les risques. Hein. Quand on voit une chose à côté d'une autre et à côté d'encore une autre, on peut définir très facilement laquelle est la plus importante, laquelle est la plus risquée. Donc si je prends mon exemple professionnel, ça ressemble à ça. Donc prenons la première branche, par exemple, l'acheteuse économe. Donc comment est-ce qu'on lit ça? On lit ça en disant que eh bien, je vais générer 2000 ventes supplémentaires par jour grâce aux acheteuses économes qui vont faire des affaires, si je prends le premier en haut à droite, parce que l'acheteuse économe va profiter de ventes spéciales, parce que l'acheteuse économe va gagner des réductions, etc., etc., etc. Ce sont les impacts qui vont nous aider à atteindre notre objectif. Si je prends mon exemple plus perso, mon exemple fun, les acteurs, comment est-ce que les acteurs que j'ai définis précédemment vont m'aider à atteindre l'objectif? Bien, moi, en entretenant ma motivation, tout simplement. Les chaînes fitness sur YouTube en m'aidant à acquérir des connaissances sur le fitness, sur les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, etc. Le coach sportif, lui, il va me créer un programme de nutrition adapté ou un entraînement en salle personnalisé, etc. On peut faire beaucoup de choses. On peut imaginer beaucoup de choses. Finalement, le quoi, le périmètre. Quels livrables nous permettent d'atteindre l'objectif? Donc à gauche, là, je vous ai mis une image d'un programmeur un peu stressé, mais c'est le niveau le plus concret, le quoi. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire donc pour atteindre notre objectif? En tant qu'organisation, en tant qu'équipe de production, et c'est tout ce qui va contribuer aux impacts. Ce sont les livrables, ce sont des fonctionnalités du logiciel, c'est l'organisation au sens logistique du terme, hein, comment on va s'organiser. Et c'est à ce niveau qu'apparaît aussi le risque de dépassement de périmètre. Parce que c'est le niveau où, comme je le disais tout à l'heure, vous commencez à mettre des détails, vous commencez à mettre des choses un peu plus techniques
et on peut rapidement se perdre là-dedans. Que permet la carte d'impact donc au niveau des livrables? Bah, ça permet de découper les livrables en morceaux indépendants avec une valeur business clairement définie. Pourquoi? Parce que c'est facile de remonter toute la ligne, toute la carte, toute la branche, pardon, pour voir quel est l'objectif business lié à un livrable. C'est ce qu'ils appellent, c'est le troisième point, afficher le raisonnement derrière la décision. Ça permet, deuxième point, de grouper les livrables au thème similaire entre eux, ça c'est évident, hein, quand on voit des choses qui se ressemblent, ben, on va les grouper. Et donc, vous avez une branche en bas, là, une branche complète. On voit bien que le code promotion, il sort pas de nulle part, quoi. C'est parce que les internes vont faire profiter leurs amis de réduction spéciale, donc nous avons besoin de ce code promotion. Il y a une logique derrière, il y a un raisonnement derrière, ça a du sens. Donc, la carte complète qu'on peut voir à nouveau, ça ressemble à ça. Donc, avec des exemples de livrables, on peut voir que donc il y a des chiffres, hein, donc ce sont les priorités. Je dirais même que c'est une pondération dans ce cas-là. Ça, c'est un exemple que je suis allé chercher sur Internet. Pas au hasard, mais parce qu'il est plutôt bien construit, mais voilà. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a vraiment différentes façons de le faire. Et là, on peut voir une pondération. Par exemple, les publicitaires, leurs impacts, ça va être de publier nos offres ou bien d'établir des partenaires de cross-advertising. Donc, on peut voir les niveaux de priorité. La flexibilité dans l'impact mapping. Bah, qu'est-ce qui se passe en impact mapping? C'est que les décisions sont réévaluées au cours de la production en fonction des nouvelles informations récoltées. Effectivement, c'est pas quelque chose de figé. L'impact mapping, c'est quelque chose qui bouge. On utilise ça en agilité et on s'adapte. C'est toujours pareil, on inspecte et on s'adapte, on inspecte et on s'adapte. Le niveau de la carte est affiné et détaillé au fur et à mesure des itérations. Donc on parle toujours du niveau des livrables, hein, du niveau de la carte qui correspond au livrable. Ça change au fur et à mesure. Et les livrables sont vraiment traités comme des options, pas comme des obligations. C'est toujours pareil, c'est de l'agilité. On s'engage à faire des choses, mais s'il y a des aléas sur le marché, des impératifs qui changent, eh bien, on modifie nos options. Exemple supplémentaire donc de carte complète, mon exemple sur le sport. Si je prends par exemple la branche du bas à droite, donc j'ai consulté un acteur qui est le coach sportif, qui va me créer un programme de nutrition adapté et un entraînement en salle personnalisé. Les livrables qui sont liés à cet entraînement en salle personnalisé, ça va être un contrat de coaching, par exemple, c'est du concret, c'est clair, un abonnement à une salle, lister les salles proches, lister des coachs sportifs, d'autres coachs sportifs, hein, pourquoi pas. On peut voir que lister les salles proches et lister les coachs sportifs, c'est des choses qui peuvent aller ensemble, on peut les grouper. Pareil, en termes de priorité, ça c'est vraiment suivant la vie de chacun, mais c'est facile de prioriser. On a tout sous les yeux. Ça permet de dégager souvent, l'impact mapping est très pratique pour dégager un backlog assez rapidement, une première version d'un backlog. Et vous allez vous retrouver en général dans la colonne des livrables avec des épiques ou des user stories que vous pouvez ensuite affiner. Donc très important, hein, comme je dis tout à l'heure, le but n'est pas de créer une carte complète, mais de trouver le chemin le plus rapide vers l'objectif, et aussi le plus simple. Ce que la carte d'impact solutionne, ça solutionne plusieurs choses. Les dépassements de périmètre, on en a déjà parlé un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on peut s'arrêter de travailler ou d'investir dès que l'objectif principal est atteint, ou dès qu'un impact est atteint. Donc effectivement, hein, si vous avez un élément dans la colonne des comment, un impact qui est atteint, ça sert à rien de faire des livrables, de finir les livrables qui restent encore dans la colonne dans la quatrième colonne. Ça devient inutile, on s'arrête. Quand l'objectif principal est atteint, c'est pareil. Si les impacts, s'il reste des impacts, on les fait pas. Ça sert à rien. Ce serait une perte de temps. Les solutions excessivement complexes aussi, ça évite ça. Quand on a tout sous les yeux, pareil. Hein, quand c'est trop compliqué, ça devient compliqué aussi sur la carte. Et, ça se voit très vite. Et les fonctionnalités inutiles, pareil, je l'ai déjà dit, ça se voit c'est très visible dans le dernier niveau.
Les autres avantages, ce sont des réunions plus productives. Pourquoi? Parce que la participation augmente quand les acteurs interagissent autour d'un visuel, tout simplement. C'est assez convivial. La mémoire du groupe augmente aussi, parce que une fois que vous êtes sorti de la réunion, quand vous avez manipulé des post-it par exemple, on visualise facilement le résultat et on a touché des choses, on a fait des choses ensemble, on a fait un petit peu un atelier pratique et il y a un meilleur engagement des équipiers aussi après l'atelier. Les autres avantages, c'est de passer du coût à l'investissement. La carte d'impact permet des investissements itératifs. Ben, parce que investir sur une assomption, une branche de la carte, ça permet de vérifier si le retour sur investissement est acceptable. Et ensuite, éventuellement, on passe à une autre branche, et ensuite une autre branche, etc. Mais on n'est pas obligé de faire toute la carte d'un seul coup, quoi. On peut limiter les risques, puis se dire, bah, tiens, on va faire cette branche-là, et pas une autre, pour le moment, et voir ce qui se passe. Comment créer une impact map concrètement? Eh bien, il s'agit de découvrir les objectifs exacts, les objectifs réels. Ça a l'air ballot dit comme ça, mais souvent quand vous faites un atelier, vous posez cette question et vous vous rendrez compte que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur l'objectif finalement, parce qu'on n'en a pas parlé avant, parce que les gens n'ont pas beaucoup communiqué. Donc c'est le moment de se remettre au clair là-dessus, de se remettre au point. Ensuite, vous définissez les KPI. Sur quelle mesure se basera-t-on pour dire que l'objectif est atteint? C'est important pour savoir où on en est, quoi. Savoir si vraiment on fait ce qu'on doit faire. Ensuite, on construit la carte, on recherche des alternatives. Hein. Une fois qu'on a la carte sous les yeux, c'est le moment de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Et on identifie les priorités. Définir des indicateurs de réussite. Donc, ce sont les fameux KPI, les Key Performance Indicators en anglais. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Comment est-ce qu'on va le mesurer? Quelle est la situation actuelle? Quel est le contexte? Quel est le minimum acceptable? Parce que bon, on se fixe des objectifs, mais c'est pas toujours facile d'atteindre exactement l'objectif. Donc en général, il y a un minimum à définir. Quelles sont les contraintes en termes d'investissement et quelle est la cible en termes de valeur? Et voilà. Merci d'avoir suivi cette présentation d'impact mapping et à bientôt pour une prochaine présentation.